Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce séminaire en ligne sur les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique, d'une meilleure inclusion numérique. Donc bien entendu, vous êtes derrière votre écran, vous êtes en ligne avec nous, donc vous êtes déjà convaincus de l'importance que représente ce média pour les échanges entre individus, pour les échanges entre les individus et les entreprises, entre entreprises elles-mêmes, les différentes institutions. Donc c'est un nouveau moyen de communication et bien évidemment ceux qui en sont exclus se trouvent face à un nouvel obstacle en quelque sorte dans leur relation avec les autres, dans leur relation avec la société, pour les questions d'emploi ou tout simplement pour interagir avec le reste de la population. Et donc nous nous sommes intéressés aux bénéfices qu'en aurait collectivement la société française. Alors on a cherché à le mesurer pour la France et on s'est notamment inspiré de travaux qui existaient dans d'autres pays. Mais donc on s'est intéressé à chercher à mesurer les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique du quart de la population adulte en France qui ne maîtrise pas les usages courants de l'Internet ou qui a décidé de ne pas s'en servir. Donc c'est un travail que nous avons réalisé à la demande de Mounir Majoubi, qui est donc secrétaire d'État au numérique, dans le cadre de sa préparation du plan national pour un numérique inclusif. Dans le cadre de la préparation de ce plan, il s'est donc adressé à France Stratégie en nous demandant de nous concentrer sur la mesure des bénéfices, parce que par ailleurs, le coût de mise en œuvre du plan, qui est un peu le pendant de la mesure des bénéfices, ce travail-là était réalisé dans le cadre de groupes de travail que le secrétaire d'État avait lancé pour la préparation de ce plan national. Ce plan national lui-même a été lancé le 13 septembre. Nous avons nourri pour notre part ce plan par la remise du rapport en juillet 2018, rapport que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà, et donc on va tout de suite commencer peut-être par vous parler de qui sont les personnes qui sont aujourd'hui éloignées du numérique. Parmi les éloignés, il y a ceux qui ne pratiquent pas du tout les instruments d'Internet et du numérique dans leur vie courante. Il y a ceux qui ont un usage extrêmement limité, soit par choix, soit pour des questions d'obstacles. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de qui sont ces éloignés du numérique, pour ensuite chercher à mesurer les bénéfices dans différents champs de la vie sociale, en cherchant à mesurer quels seraient les gains, à la fois pour les individus mêmes, pour la société dans son ensemble, pour les pouvoirs publics, si ces personnes étaient accompagnées, formées à l'usage du numérique, et si une partie d'entre eux, du coup, s'en servait dans leur vie courante. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Shakir, qui va vous décrire un peu plus quels sont ces éloignés du numérique et comment nous les avons en quelque sorte identifiés comme une cible potentielle pour un accompagnement et une formation aux usages courants du numérique. Effectivement, dans ce cadre, dans ce contexte d'émergence rapide de la sphère numérique, la notion de précarité numérique prend toute son importance. Et donc, il y en a pour lesquels le numérique est un gain de temps, et pour d'autres, c'est plutôt un handicap, et le numérique représente un frein à l'insertion sociale. Donc, on se pose la question de comment définir les éloignés du numérique et qui sont-ils, qui sont les personnes qui sont touchées par cette précarité numérique. Donc, pour répondre à ces questions-là, nous nous sommes basés sur deux sources de données. Donc, l'enquête Capacity, qui, elle, est pilotée par le centre de recherche Marsouin, et conditions de vie et aspirations des Français, produite par le CREDOC.
Donc ce sont 2 enquêtes qui donnent des informations riches sur les compétences numériques des Français, mais aussi sur l'équipement technologique et les fréquences d'usage de ces outils-là. Donc à partir de ces données, nous pouvons donc construire une sorte de typologie d'internautes cette typologie est donc basée sur les niveaux des compétences numériques de chacun. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement les non-internautes représentent près de 16% de la population française de plus de 18 ans. Et par définition, ces non-internautes ne se connectent jamais et n'ont aucune compétence numérique. À côté de cela, nous avons donc les internautes distants qui représentent 12% de la population française. Et ces internautes ont peu de compétences numériques, à tel point qu'ils ne peuvent pas réaliser des opérations en ligne de la vie quotidienne et donc ne bénéficient pas des potentialités qu'Internet peut offrir. Donc au total, ce sont donc 28% des éloignés de la population française qui se retrouvent de l'autre côté de la fracture numérique. Donc plus d'un adulte sur 4. Donc quand on regarde les caractéristiques des éloignés du numérique, évidemment ce qui ressort le plus, c'est l'âge. On constate qu'effectivement les seniors de plus de 65 ans représentent 50% des éloignés du numérique. Mais ce n'est pas uniquement une question de génération, puisqu'on peut voir également que 60% des éloignés ont maximum un niveau CAP ou BEP. Donc on peut aussi constater que les éloignés du numérique ont des revenus bas et sont souvent des demandeurs d'emploi. Les éloignés du numérique sont aussi caractérisés par une faible pratique des outils du numérique, puisqu'ils sont très peu à réaliser des démarches administratives en ligne. Ils ne réalisent pas d'opérations sur les sites e-commerce, donc de commerce en ligne. Ce sont seulement 10% d'entre eux qui participent donc à des plateformes d'économie collaborative comme Airbnb, Le Bon Coin ou alors Blablacar. Et seulement 8% de cette population estiment qu'Internet leur a permis d'augmenter, d'accroître leur capital social. Donc, juste avant de passer à une première série de questions-réponses avec vous, nous vous proposons de répondre à ces 2 questions qui vont s'afficher sur vos écrans. Tu peux la dire. Alors, la première question, avez-vous dans votre entourage proche des personnes éloignées du numérique? Si oui, que faites-vous pour les aider? Est-ce que vous les accompagnez ou alors est-ce que vous leur proposez des cours d'informatique? Alors, les questions vont s'afficher. Voilà. Alors effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que 64% d'entre vous estiment qu'il existe donc des personnes éloignées du numérique dans leur entourage, et donc 64% d'entre vous accompagnent les proches dans les pratiques, dans l'usage du numérique. Pour les 14 personnes ayant répondu autres, on vous invite bien évidemment à écrire en commentaire ce que vous faites pour accompagner ces proches éloignés du numérique à mieux maîtriser les compétences numériques de base. Alors j'ai une première question, si vous voulez, de Armel. Ah ça y est, plein de questions sont en train d'arriver. Et donc, déjà, il y a une première question sur le PowerPoint. Oui, bien sûr, il sera en ligne, ne vous inquiétez pas.
Une question de Nicolas. Et donc, une question d'Anaël. Avez-vous pris en compte les personnes en situation d'illettrisme? Alors, les données ne permettent pas donc, d'identifier ces personnes-là, mais effectivement, dans les non-internautes qui ne se connectent jamais et qui n'ont pas de compétences, on peut penser que ces personnes-là sont présentes dans les catégories des non-internautes. Et une question de Nicolas. Quelle a été la méthodologie mobilisée pour définir cette typologie, donc je pense, de personnes éloignées du numérique? Alors, la typologie des internautes a été construite à partir de plusieurs compétences. Donc, nous avons rassemblé les différentes pratiques qu'on peut réaliser sur Internet, et donc que ce soit des pratiques que ce soit une utilisation de recherche informationnelle simple, ou alors des pratiques créatives, réaliser des montages de vidéos, de sons ou d'images, mais aussi donc des pratiques opérationnelles, que ce soit donc se connecter simplement à Internet ou alors allumer un ordinateur. Et donc c'est le rassemblement de ces compétences-là qui nous ont permis de construire cette typologie-là des internautes. Il y a plusieurs questions sur comment en fait vous avez défini les compétences numériques. Par rapport aux compétences numériques, il y a déjà des grilles qui existent, définies d'une part par la Commission européenne qui a travaillé sur le sujet, et d'autres grilles qui existent par d'autres organismes de recherche. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une revue littérature, et on a identifié au total une quarantaine de compétences numériques qui étaient en grande partie reprises par l'étude de Capacity. Et on s'est donc basé sur ça pour définir nos compétences numériques de base. Alors, on a une question sur le fait de la définition du capital social. Je vous propose qu'on donne la définition et qu'on en parle quand on vient sur ce point-là, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Voilà, on répondra et on répondra donc à la question posée sur la définition du capital social. Il y a une question de Claire, et après on enchaîne. Y a-t-il des données régionalisées? Tout à fait, on a les données même par département. Les données sont corrélées tout à fait à la situation socio-démographique des départements. C'est-à-dire que là où on a les départements avec les populations les plus âgées, c'est dans ces départements-là, par exemple, qu'on aura les populations les plus éloignées du numérique, avec évidemment également un lien avec la ruralité. On va passer à la partie suivante, qui est donc la partie sur la quantification des bénéfices d'une meilleure inclusion numérique. À partir d'une revue de littérature scientifique, nous avons identifié 10 principaux types de bénéfices liés à l'autonomie numérique. Il est possible de les regrouper en 4 catégories. Donc tout d'abord, l'économie numérique. Le deuxième bénéfice, c'est l'emploi et la formation. Viennent ensuite les bénéfices liés à la relation avec les services publics. Et enfin, l'inclusion sociale et le bien-être. Nous avons analysé comment ces bénéfices s'appliquent à la population française, évalué l'ampleur des gains potentiels si l'on formait l'entièreté de la population éloignée du numérique aux compétences numériques de base. Bien évidemment, tous les éloignés du numérique n'arriveront pas à la fin d'une formation à l'acquisition des compétences numériques de base. Nous avons regardé les bénéfices du point de vue de l'individu, mais également de l'État, avec toutefois une attention portée uniquement sur les effets de premier tour, c'est-à-dire les effets directs dans notre évaluation. Le premier bénéfice, appartenant à la catégorie des bénéfices liés à l'économie numérique, est le e-commerce. Les sites de e-commerce tels que Amazon, eBay ou Cdiscount permettent aux individus d'accéder à un nombre de produits plus important que les magasins physiques, souvent à des prix plus faibles. Il y a 2 raisons théoriques qui expliquent que Internet permet de réaliser des économies. Tout d'abord, c'est le fait que les coûts sont plus faibles pour les entreprises vendant en ligne, par l'absence, par exemple, de loyer à payer pour le point de vente physique, ainsi qu'une concurrence accrue. Un individu, dans un même temps donné, peut comparer un nombre de produits plus important sur Internet qu'hors ligne. Vient ensuite s'ajouter à cela l'effet des comparateurs de prix, tel qu'on le voit par exemple sur le secteur de l'aviation et du logement.
Plusieurs études en France existent sur la question du gain de pouvoir d'achat grâce au e-commerce. La dernière en date date de 2012 et a été faite par l'autorité de la concurrence et indique qu'il existe une différence de prix allant jusqu'à 10% sur certaines catégories de produits tels que l'électrodomestique. Toutefois, cette étude est assez ancienne, elle date de 2012. Le marché de l'e-commerce a énormément évolué. Il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés, des nouvelles pratiques qui se sont développées. Nous avons donc décidé de se baser pour notre étude sur des études plus récentes. Et donc, on observe dans la revue littérature des dernières années une différence de prix entre Internet et leur ligne d'environ 3%. Nous avons ensuite calculé le montant des dépenses qui pourraient être réalisées par mois par les personnes bénéficiant d'un accompagnement aux usages du numérique, qui serait d'en moyenne 118 €. Et suite à une formation, on estime que 32% des individus formés auront recours au e-commerce, soit le niveau actuellement des internautes traditionnels, puisqu'on n'a pas... on aimerait bien que les individus que l'on forme maîtrisent parfaitement le numérique après une formation. Malheureusement, on ne pense pas arriver jusqu'à là, et arriver à un niveau qui est celui des internautes traditionnels serait déjà une réussite. Donc ce bénéfice concernerait 4,3 millions de personnes pour un gain annuel par individu de 42 €. Et au niveau macroéconomique, un gain de 180 millions d'euros. Le deuxième bénéfice est le gain de pouvoir d'achat et les revenus complémentaires liés à la participation de l'économie collaborative. On parle ici des plateformes de type Blablacar, Le Bon Coin, Airbnb ou encore Uber qui ne sont accessibles que par Internet et qui demandent donc la maîtrise de compétences numériques de base pour pouvoir être utilisées. Or actuellement, on observe que seulement 10% des usages du numérique utilisent les plateformes d'économie collaborative contre 52% des internautes traditionnels. L'usage de ces plateformes permet d'une part de consommer moins cher, car les produits et services proposés sont généralement moins onéreux, et ainsi qu'une hausse du revenu. Par exemple, on peut vendre les objets qu'on n'utilise plus sur Le Bon Coin. Il y a une étude sur le sujet, qui est celle de Marsouin, qui affirme qu'il serait possible d'accroître son pouvoir d'achat de 0,8% en moyenne en participant à l'économie collaborative, soit si on applique cela au revenu mensuel moyen des individus concernés, on observerait un gain de 170 € par an par individu. Sachant que 6,8 millions d'individus seraient concernés par ce gain, cela représenterait un gain annuel moyen total de 1,2 milliard d'euros. Donc le deuxième type de bénéfice qu'on a pu identifier renvoie aux questions de l'emploi et de la formation. Donc on estime un gain annuel total de 35 millions d'euros. Pourquoi ce chiffre? Comment il a été calculé? Et en fait, les études nous disent que en accompagnant les élèves et les étudiants vers un niveau de compétences numériques supérieur et donc en incluant une philosophie numérique dans leur cursus scolaire, ces élèves et ces étudiants verront leur réussite scolaire s'améliorer et donc pourront atteindre un niveau de formation supérieur. Ce niveau de formation se traduit par un delta de salaire annuel par individu qui équivaut donc à 1400 €. Et donc, lorsqu'on applique ce bénéfice à la population cible, donc c'est-à-dire les 7% des étudiants, nous arrivons donc à un chiffre qui correspond à 35 millions d'euros. Alors, en réduisant la fracture numérique, on peut s'attendre à observer donc une hausse de la productivité des travailleurs et donc une hausse du salaire de l'ordre de 3% en moyenne. Donc, ce sont 14% des éloignés qui, à l'issue d'une formation, pourront mettre à profit ces compétences numériques. Et donc, on pose aussi une hypothèse qui consiste à dire que nous retenons uniquement les individus dont le salaire est inférieur à 2000 €. Pourquoi? Parce qu'on considère que les salariés qui perçoivent un salaire supérieur à ce montant-là occupent un poste qui exige d'entrée une maîtrise du numérique.
Donc ce gain annuel total est estimé à 360 millions d'euros. Il est question également de réduction du chômage structurel. Il est évident qu'aujourd'hui, le marché du travail subit donc des transformations profondes, notamment par l'émergence du numérique, mais aussi par l'apparition de l'intelligence artificielle dans les différentes formes d'emploi. Et donc, un accompagnement de ces éloignés du numérique pourrait augmenter leur employabilité et donc leurs revenus. Donc ce sont 5% des individus qui pourraient retrouver un emploi grâce à une acquisition de ces compétences-là, ce qui représente donc un gain annuel total de 310 millions d'euros. Mais l'État pourra aussi de son côté réaliser des économies sur les transferts sociaux et sur l'allocation chômage. Et donc le gain estimé encore ici est de 310 millions d'euros. Alors, de la même manière, un accompagnement donc, de ces personnes-là pourrait améliorer la confrontation entre l'offre et la demande du travail. Les demandeurs d'emploi pourront retrouver un emploi plus rapidement. Et donc cela générerait un gain annuel pour les individus de 540 millions d'euros. De la même manière que le bénéfice précédent, l'État peut faire des économies aussi sur l'assurance chômage et les autres aides sociales. Alors évidemment, lorsqu'on accompagne ces éloignés du numérique, on peut les former à réaliser des démarches administratives en ligne. Et donc cela leur permettrait de gagner du temps, notamment en évitant des grands déplacements, mais aussi de l'attente auprès des guichets. Donc les études montrent qu'une démarche administrative de manière dématérialisée correspond à un gain de 30 minutes. Et en France, en moyenne, un Français réalise 6 démarches administratives par an. Donc lorsqu'on applique ces bénéfices à la population cible, c'est-à-dire les 73% des éloignés qui réaliseront des démarches administratives après une formation ou un accompagnement, nous arrivons donc à un gain annuel de 150 millions d'euros. Et du côté de l'État, les démarches administratives dématérialisées pourraient donc générer des économies de fonctionnement dans l'administration publique, puisque le coût d'une démarche est estimé à 11 € en moyenne hors Internet, contre 30 centimes si la démarche est donc présente en ligne. Et donc, encore une fois, lorsqu'on applique ces effets de levier sur la population cible, nous arrivons donc à un gain annuel total pour l'État de 450 millions d'euros. Enfin, la dernière catégorie de bénéfices est celle de l'inclusion sociale et du bien-être, avec comme premier bénéfice l'e-santé et l'amélioration de l'accès aux soins. 2 gains potentiels sont identifiés sur cet aspect-là. Tout d'abord, l'accès à un ensemble d'informations médicales, tant sur la maladie que sur le fonctionnement du parcours de soins en France. Et on sait que la méconnaissance du parcours de soins en France explique une grande partie du non-recours aux soins. On observe également sur Internet des associations de santé ou même l'État mène des campagnes de sensibilisation sur Internet, par exemple aux IST. Donc Internet permet d'avoir un meilleur accès aux informations médicales. Le deuxième élément est un gain de temps. Par exemple, pour avoir une consultation chez un médecin, on peut gagner pas mal de temps en passant par des plateformes numériques telles que celle de Doctolib, qui a depuis la sortie de rapport acheté par exemple son principal concurrent Mon Docteur. Et des études montrent qu'on peut diviser le temps d'attente pour avoir une consultation jusqu'à 7 fois, plus de 7 fois, c'est assez énorme. D'après une étude scientifique de 2011 au Royaume-Uni, les personnes qui ont accès à Internet vont en général moins souvent chez le médecin,
de par la meilleure connaissance des maladies et du système de soins. Elles savent quand est-ce que c'est vraiment nécessaire et qui, si c'est vraiment nécessaire, qui aller voir. Est-ce que c'est plutôt l'hôpital, le médecin, spécialiste, etc. On suppose ainsi que former les éloignés au numérique permettrait de réduire le nombre de consultations médicales de 4,2 millions de consultations par an. Connaissant le prix d'une consultation chez un généraliste ainsi que le taux de remboursement de la sécurité sociale, on peut affirmer que le gain annuel par individu serait de 8,5 euros et du double pour l'État, soit un gain annuel total pour les individus de 35 millions et pour l'État de 70 millions. Le deuxième bénéfice dans cette catégorie est le gain de temps, car le gain de temps ne concerne pas uniquement les démarches administratives en ligne, mais tout un tas d'autres éléments tels que la gestion bancaire en ligne, les recherches documentaires, le paiement de factures ou encore la livraison à domicile. Par exemple, le temps moyen pour réaliser une opération en agence bancaire serait de 10 minutes 16, sans compter le temps de déplacement, contre moins de 30 secondes si on le fait en ligne. Par exemple, pour regarder ses comptes, ou retirer l'argent, ou encore faire un virement. Une étude McKinsey s'intéresse de manière plus large aux gains de temps permis par l'utilisation d'Internet. Elle décrit notamment l'accès facilité à l'information, et une recherche d'information en ligne prendrait 7 minutes sur Internet contre 22 si elle est réalisée avec des sources documentaires papier. Au total, l'étude estime que le gain de temps sur Internet serait de 30 heures par an. Or, nous, on se rend compte que les individus qu'on souhaite former ont des difficultés et qu'on ne les mènera pas jusqu'à une connaissance et une maîtrise totale d'Internet. On estime donc, d'après nos calculs, qu'elle pourrait gagner jusqu'à 16 heures par an. Ce qui se traduirait, quand on connaît la valeur de l'heure estimée par le rapport Kiné 2013, qui est de 7,28 €, à un gain annuel par individu de 117 euros, et donc un gain annuel total de 580 millions d'euros au niveau agrégé, avec 5 millions d'individus concernés. Enfin, les réseaux sociaux et les messageries instantanées qui permettent une hausse du capital humain. Donc, une hausse du capital humain le capital humain donc, est défini comme l'étendue du réseau social d'un individu, mais également du capital social. Oui, excuse-moi, il y a une erreur. Et ainsi la fréquence d'interaction entre les individus. Donc c'est marqué hausse du capital humain alors que c'est hausse du capital social. Oui, c'est une erreur. Donc elle est définie comme le définit Putnam par exemple, et donc elle est très importante puisqu'elle permet le capital social accroît la participation de l'individu dans la vie en société, réduit l'anomie, donc même il y a un impact assez important sur le bonheur, donc c'est pour ça que cet impact, ce bénéfice nous semblait important. Ce gain est surtout encore plus important pour les personnes âgées, isolées ou en mobilité réduite. Deux effets sont identifiés. Tout d'abord, la création de nouveaux réseaux sociaux, de nouvelles relations sociales, grâce aux applications de rencontres, ainsi que le maintien des relations sociales existantes pour garder contact avec sa famille ou ses proches, si par exemple ils sont éloignés. Voilà. L'étude de French Mint nous indique que 14% des individus se sentent plus connectés à leur famille, amis et communautés locales après avoir appris à utiliser Internet. Nous, de notre côté, on s'est intéressé comme proxy pour évaluer le gain en capital social aux dépenses en activités sociales et culturelles. On observe qu'il y aurait une hausse de 5% des dépenses en activités culturelles et sociales suite à l'utilisation d'Internet. Les gens qui ont Internet vont plus au cinéma, ils sortent plus au resto, ils vont plus boire des bières avec des amis. Et donc on observerait donc une hausse des dépenses. En corrigeant bien entendu des caractéristiques des individus, en tenant compte de ces facteurs déjà intrinsèques. Toutes choses égales par ailleurs. Surtout qu'actuellement, 70% des éloignés du numérique n'utilisent jamais les réseaux sociaux contre 14% parmi les traditionnels. Au total, ce bénéfice concerne 1,4 million de personnes, avec un gain annuel par individu de 110 € et un gain annuel total de 150 millions d'euros. Toutefois, quand on met tous les bénéfices ensemble, on a décidé d'exclure ce gain-là, car le revenu d'un individu est fixe, et donc le fait qu'il y a une hausse de dépenses en activités culturelles et sociales va s'accompagner par une diminution d'un autre budget. Donc c'est une hausse des dépenses théoriques qui nous semblait peu pertinent d'agréger au reste des résultats. On a un temps de questions. C'est après. C'est maintenant ? C'est maintenant ? Je sais pas. Non, c'est après. C'est après.
C'est à toi. Ah, c'est après la conclusion, d'accord. Je pensais que c'était avant la conclusion. Excusez-moi. Donc, juste en conclusion, pour vous pointer quand même quelques limites de l'étude, qui sont bien entendu assez évidentes. D'abord, le fait qu'on se concentre sur les bénéfices et qu'on ne cherche pas à mesurer les coûts, c'était bien évidemment dès le départ notre approche, et c'est bien clair, donc il faut l'avoir en tête. On ne cherche pas non plus, et là c'est plutôt du côté d'une sous-évaluation des bénéfices, on ne cherche pas non plus à évaluer la réduction des inégalités ou à évaluer l'impact notamment sur le bien-être des personnes. Or on peut penser que, notamment à partir du moment où on améliore son capital social, ses interactions avec les autres, son employabilité, on aurait une relation positive avec le bien-être en moyenne des personnes lorsque celles-ci maîtrisent les usages courants du numérique et s'en servent. Par ailleurs, comme l'a dit Antoine, nous avons emprunté une démarche statique, donc nous ne tenons pas compte des interactions et des effets macroéconomiques, notamment par exemple d'un meilleur taux d'emploi, d'une réduction des personnes au chômage, d'une augmentation du pouvoir d'achat, qui peuvent avoir des répercussions, bien entendu, et donc des coûts et des bénéfices que nous n'avons pas cherché à évaluer. Bon, bien entendu, parmi les apports, c'est à la fois la première fois qu'on cherche à mesurer les bénéfices de l'inclusion numérique en France. Ça a été fait par ailleurs, on l'a dit, dans d'autres pays. C'est également une approche menée au niveau microéconomique et qu'on a pu mener en ayant accès à des données qui ne sont pas accessibles facilement au grand public, notamment avec la CNAF et Capgemini. Et par ailleurs, ce travail, on peut dire, a eu de l'écho et un impact sur la définition du plan national pour un numérique inclusif. Et pour nous, c'est une grande cause. Tout à fait comme l'illettrisme, ça a été dit, l'électronisme est un risque de fracture supplémentaire dans la société. Et donc, il faut une mobilisation générale de tous, de tout un chacun, puisqu'en fait, on peut aussi accompagner ses proches facilement dans les premières étapes de l'utilisation d'Internet et d'un ordinateur ou d'une tablette. Donc, c'est quelque chose sur lequel il nous semble que l'ensemble de la population doit se mobiliser. Une grande partie des associations des collectivités territoriales sont mobilisées, mais le mouvement doit encore s'amplifier. Alors, on a reçu quelques questions. D'abord, une question sur le rôle que pourraient jouer les maisons de services publics dans l'accompagnement au numérique. Et donc, clairement, ce rôle pourrait être absolument essentiel, et notamment à la fois pour toucher donc les publics qui ne sont pas nécessairement touchés par d'autres vecteurs en fait, pour l'accompagnement et la formation au numérique, mais également parce que bien évidemment c'est un premier guichet qui reçoit les personnes et qui peut identifier les personnes en difficulté. Et donc en ce sens, il nous semble que les maisons de services publics ont un rôle essentiel à jouer. Placide nous demande quel est le socle de compétences commun, le socle commun de compétences en numérique. Là-dessus, donc, comme Antoine et Shakir ont pu vous l'expliquer, nous sommes basés sur des enquêtes et des travaux qui existent déjà. Nous n'avons pas réinventé la roue de ce point de vue-là. Donc là, nous pouvons vous renvoyer vers ces enquêtes et ces études qui définissent les différents niveaux de maîtrise de l'usage du numérique. Et ce sont sur ces différents niveaux de l'usage du numérique que nous nous sommes fondés pour définir la population cible, que nous avons appelée la population des éloignés du numérique. Et donc les usages, on se concentre sur les usages courants,
Donc, savoir allumer un ordinateur, savoir envoyer un email, savoir se connecter à un site internet, savoir créer un compte. Quelques opérations de base qui correspondent aux premières étapes de la maîtrise du numérique et qui correspondent à un usage courant pour en réalité se servir du numérique pour améliorer, dans sa vie courante en quelque sorte. Alors, on a une question notamment d'Isabelle qui revenait sur est-ce qu'on pouvait transmettre les données au niveau départemental. Alors, j'apporte une précision par rapport à ce que Antoine a répondu. Ce qui existe, bien entendu, au niveau, comme information au niveau départemental, ce sont toutes les informations statistiques avec lesquelles nous avons croisé les informations sur les enquêtes sur la population cible. En revanche, les enquêtes sur la population cible des éloignés ne sont pas disponibles au niveau départemental, puisque c'est des enquêtes sur à peu près 2000 individus, et donc par la méthode des quotas. Et donc, il n'est pas possible ce n'est pas un nombre suffisant pour reconstituer une population dans chaque département ou dans chaque région. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous êtes intéressé par cet aspect-là, si vous voulez le développer pour votre propre territoire, c'est bien évidemment reprendre les résultats de l'enquête donc par la méthode des quotas et en quelque sorte rétropoler ces résultats sur les caractéristiques de la population, de votre département, de votre région, de votre commune. La proportion des personnes de plus de 65 ans, la proportion des personnes retraitées, des jeunes en emploi, sans emploi, en recalibrant en quelque sorte les réponses sur les caractéristiques de la population du territoire en question, vous pouvez en déduire la part des personnes éloignées du numérique sur la base de cette enquête. Et donc Michel nous posait la question si on pouvait avoir une étude similaire à celle que nous avons menée sur une région comme la Charente. Donc nous n'avons pas réalisé un travail par région, mais bien évidemment en s'appuyant sur les données disponibles de l'INSEE notamment dans chaque région, il est possible de reconstituer ce travail et de le faire sur votre territoire. Et donc, on vous encourage à le faire et on peut éventuellement interagir avec vous si vous avez besoin de conseils ou de plus d'explications sur la démarche. Oui, Nicolas nous demande quel sens donnez-vous au capital social? Donc, le sens qu'on lui donne, c'est le sens générique scientifique, c'est-à-dire le nombre et la qualité des contacts qu'un individu entretient avec d'autres individus, ainsi que son engagement civique. Donc, c'est un terme assez mou que chaque sociologue souvent reconstruit à sa manière. Ça se calcule comment généralement dans la littérature? C'est souvent des questionnaires avec une sorte d'indice de capital social qui est reconstitué. Pour ça, plusieurs questions reviennent régulièrement. Combien de contacts avez-vous? À quelle fréquence les voyez-vous? Quels liens entretenez avec vous? Quelles activités faites-vous avec eux? Et souvent également, pouvez-vous vous appuyer sur vos contacts pour atteindre tel et tel objectif dans votre vie? Par exemple, trouver un travail. Généralement, c'est ça. Donc voilà ce que j'entends par capital social dans notre étude. Alors on a une question de Claire qui dit n'est-il pas dommage de limiter le numérique à l'usage d'un ordinateur avec Internet? Alors nous nous sommes mal exprimés, on est allé trop vite sur l'explication sur ce point. Bien entendu, l'usage du numérique ne se limite pas à un ordinateur, c'est tous les vecteurs et ni donc à Internet. C'est tous les usages de base du numérique qui peuvent passer donc par différents supports et qui bien entendu peuvent aussi être, disons, sur d'autres types d'outils de communication que simplement Internet. Donc, en ce sens, l'étude que nous avons menée envisage l'ensemble des usages de base du numérique et pas simplement un ordinateur connecté à Internet. L'autre question que nous avons, c'est également sur la question de l'autonomie numérique comme vecteur en fait de mobilité sociale, notamment pour les jeunes des milieux défavorisés. Donc tout à fait, clairement en fait, les bénéfices du numérique, d'un meilleur usage dans la vie courante, sont encore plus importants pour les personnes qui au départ ont un capital social, culturel, humain,
moins élevés que les autres, qui sont dans des zones où la distance, l'éloignement peut jouer, soit pour des questions de manque d'infrastructure, d'éloignement physique, soit pour des questions aussi de handicap de la personne elle-même. Donc clairement, le numérique permet d'aider à surmonter ces obstacles-là. Et c'est donc pour ça qu'il est d'autant plus important que ces personnes qui sont aussi celles qui font partie de la grande majorité des éloignés du numérique. Et donc c'est important que ce soit en priorité en direction de ces personnes que l'accompagnement et la formation aux usages courants du numérique soient dirigés. Pour rebondir sur la question sur le smartphone, on observe dans l'étude que les personnes éloignées du numérique maîtrisent plus généralement l'usage du smartphone que l'usage de l'ordinateur. Donc le smartphone est un des outils permettant de réduire, permettant de lutter contre l'électronisme, et comme il est assez simple d'utilisation, généralement on s'appuie plus sur des icônes par exemple que sur du texte. Il y a des guidelines qui sont mis en place comme le material design. L'usage est généralement plus simple, et donc c'est un outil pour... on observe qu'il a participé à la réduction des inégalités sur le numérique. Et Mounia Majoubi, dans sa stratégie nationale, le voit en plus comme un des outils à mettre dans les mains des individus voulant se former au numérique, plutôt en plus d'un ordinateur, pour pouvoir aider les personnes à utiliser Internet. On imagine par exemple que les personnes âgées utiliseront plus facilement une tablette qu'un ordinateur avec un clavier et un souris, moins pratique pour eux. D'ailleurs, Main nous demande comment convaincre les personnes âgées des bénéfices du numérique. Donc nous, on s'est vraiment intéressé à l'aspect évaluation et quantification des bénéfices, et non pas comment on arriverait à ces bénéfices. Sur ce point-là, ce n'est pas forcément à nous de dire comment convaincre les personnes âgées des bénéfices. C'est donc à Mounia Majoubi de le faire, mais on peut, par rapport à ce qu'on voit déjà sur le terrain, qu'il y a des associations qui font des ateliers où ils proposent par exemple dans les maisons de retraite aux personnes âgées de découvrir ensemble comment par exemple envoyer des photos et du texte à leurs petits-enfants. Donc c'est sur des activités ludiques comme ça qu'on amène, surtout sociales, on amène les personnes âgées à découvrir et à maîtriser les compétences numériques de base. Alors malheureusement on est arrivé à la fin du temps, il restait encore des questions, on n'a pas pu répondre à tous. Mais donc on vous remercie très chaleureusement d'avoir participé, et donc le replay sera disponible en ligne, et donc on reste disponible pour échanger, et on vous invite au prochain séminaire en ligne de France Stratégie. Merci.